everybody, tonight I'm with Vincent and we are together to share a story. So Vincent, can you explain us what you do and why you are now in this beautiful city of New Orleans? Okay, it's very simple. I decided to travel around the world for 10 months and I started 5 weeks ago and I decided to come in New Orleans because if I remember my lesson at school, there is a special link between New Orleans and France. And I was interested for two different things, this town and also the music because I'm a music player, a trombone player. And I know the blues it was born here. And that's why I was interested to discover the city of blues, the city of music, and this nice town of New Orleans. Vincent, I'm French, so I'm curious and I want to know why you want to travel around the world and why you choose to be in different countries and perhaps live a life in France to go everywhere in the world. Okay. So life is difficult for everybody. We have nice moments and sometimes bad moments. And during all of my life, I spend a lot of time to help different people to build my family with different problems. And so I lost my job a few months ago, and I decided to discover this world, to take time for me, for my mind, for my for me to encounter different people, different culture. It's why I decided to travel around the world. But New Orleans is not your first country. No, it's just my second step. I started 5 weeks ago in Argentina. I stayed in 5 weeks from the south to the north of Argentina. Okay. And 2 special weeks in a small town, very small, in a family, to help this family to build a new house with wood. And it was very interesting to share time with this family. Yeah. And it's very interesting because Argentina is a good place. Ushuaia is completely at the end of Argentina, and we say it's el fin del mundo, at the end of the world. And I think to start this travel is very interesting to start my travel by the end and to come back at the beginning through different countries. So Argentina, it's a Latin country, so it looks like French country, yeah. And I was born in the south, so it's easier to understand Spanish because I was born in the custom of Spanish. I decided to come here in United States because it was easy for my daughters to reach me in Miami, and for 2 weeks. That's why I start my second part of my travel in USA. In USA. And also I would like to discover, I said, New Orleans, and with my daughter to show this place for the music. Okay. Listen to what the blues are saying. Well, mine is. Vincent, is it difficult to travel like that? Do you sometimes have trouble and perhaps be afraid of situation, and how do you do? Difficult, I don't know. Sometimes you have a problem. Difficult, when I started this travel, I think I will be alone a lot of time. So, no, every day I meet different people, so I never alone, never. That's why we met. Yeah, exactly. And I love a guy in France, Mr. Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous in French. And I read this book, and it was interesting because in this book he said, when nothing is planned, everything is possible. Yeah. So, with this maxim, I decided to travel and I planned nothing. Yeah,
for the 2, 3 next day, I know what I do. But after, I don't know. For example, I meet you. You explain different place is what's interesting to meet every day. With all the different people I can meet, I change my plan. I know the route. I know I need to go to San Francisco for the next time, 2 or 3 weeks. But only when, and if I will use a train and or car or by hitchhiking, it's different. And sometimes, yeah, it was difficult because it's necessary to open your mind and let the other people guide of you. And for example, in Argentina, I have a nice moment with Miguel. Miguel is a conductor, a lorry driver. Okay. And I was hitchhiking along the road, and this guy stopped for me. And I passed 24 hours with this guy in this truck, and share time, share food, share the night in the same cabin. It was very important to mention this because I don't know where I go, I don't know what's happened, I don't know when it's possible to sleep, to eat, and it was very, very interesting to share this time. So this is the liberty for you? Are you free when you do that? Yes, it's like freedom. It's necessary to respect the other, but the most important is plan nothing and let the life and the people you meet open all the different possibilities. Yeah. Amazing. So I know that some people follow you. Do you think this is interesting for people to know your story and for you to share it by the social media? And explain what you do, show some picture or some videos of your travel. It's important for my daughters because they follow me, yes, with the website and share this kind of travel. Yeah, it's important for my friends, my family who stay in France, because I think I'm a lucky man. Yeah, travel around the world is not easy, and a lot of people who like to travel, but they hesitate. It's why through the website it's possible to share pictures, video, emotion. Yeah, and it's important.
in first for my daughters to follow and maybe to help us to discover the world, a small part of this world, because it's very big, the culture is very different, but yes, very important, and for people who stay in France, it's like a dream. Yeah. So Vincent, sometimes you cross the road of some French people, like myself today. What are the specificities of the French people when you met or when you cross their road in your travel? First time, see if these people is alone. Yeah, I try to discuss, to explain about my travel, and if you need help, so if you want to discover something around the city area. If the group of French people, I prefer keep a distance. Yeah, because I met a group in Argentina. Oh, there are 20 different people. Yeah. And all the time, they would like to eat. They would like to find time for the dinner, for the meal. They are across the Atlantic to discover a special place in Argentina. Oh, wow. And all the time they speak about food, all the time. They never listen to the guide. And all the time say, at what time is it necessary to eat? It's so incredible. That's why I prefer keep my distance. Oh, wow. What a story. Yeah. And do you have some advice for people like you that want change their life and perhaps to have a different life, traveling and doing a lot of travel around different parts of the world? First of all, it's necessary to avoid the attitude of tourists. Yeah. Donc en direct depuis Picton jusqu'à Wellington, je remonte vers le nord de la Nouvelle-Zélande, vu la situation qui commence à se durcir dans le pays, comme en France d'ailleurs. Voilà, donc avant d'être mis en quarantaine, je vous fais profiter un peu, et j'en profite aussi, de prendre encore l'air frais et les beaux paysages, de la traversée des fjords en bateau. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite bon courage en France. Et puis à mes amis qui sont aussi au Japon, en Amérique, en Afrique du Sud, en Italie, en Argentine, au Brésil. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et tous mes amis un peu partout dans le monde et qui suivent mon voyage et qui prend une tournure un peu particulière pendant que vous aussi, malheureusement, vous avez des difficultés chacun dans vos pays respectifs. À bientôt. It's necessary to meet people. If you want to travel and pass through a country, so big city is interesting, but for a short time. Okay. It's necessary to go to the suburb. If you have the possibility to work for a family, today with different websites, you have the possibility to meet people, like work for family, like volunteers. Oh, yeah. Be careful because in some different countries it's forbidden to work. Okay. But yeah, for companies forbidden, it's like bad work. But for family, you need to get for gardening, to help. Yes, it's maybe interesting. And the most important, never take a risk. If you have a bad feeling, change your route. Yeah, don't do it. Never take risk. But it's very easy to travel with a cheap solution. If you are young, you have the possibility to, like me, you have your own, how you say, your tent, yeah? You have the possibility to have your sleeping bag. It's easier to find the cheapest place to sleep, cheapest place to find something to eat. And if you have the possibility to help a family, you have the possibility to help and share time with the family in a foreign country. It's the most important, So thank you very much, Vincent. We wish you a lot of travel, a lot of crossing road with people. And what will be your next step? My next step is for tomorrow. I will move to Lafayette.
It's not so far from New Orleans. Yeah. And there is a small village. No, not exactly, but it's smaller than New Orleans. And I think they speak French. They are very proud to speak French in America. That's why I chose this place. And so I will pass 1 week with a family to help this family to build different things in the house. Yeah. Thank you very much, Vincent, to be with us. Thank you. Bonjour à tous, c'est Béa et aujourd'hui je suis avec le réalisateur du film Africa Mia, Richard Minier. Bonjour Richard. Bonjour Béatrice. Bon, alors j'ai eu la chance de découvrir ce film qui est sorti il y a peu et qui raconte une histoire peu commune entre musique et politique, on peut dire ça ? Oui, c'est effectivement un sujet qui touche à la géopolitique puisque ça touche à l'Afrique des années 60 qui va se décoloniser, qui va accéder à l'indépendance. Et avec une tentative pour ces pays africains nouvellement décolonisés de tenter l'expérience socialiste. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de grandes figures africaines comme Patrice Lumumba, Sankara, Sékou Touré et Modibo Keïta, le président du Mali. Pendant cette période, au début des années 60, ils vont nouer des liens avec l'Afrique, avec la Tchécoslovaquie, la Russie et Cuba. Voilà. Et donc, cette histoire un peu merveilleuse, mais en même temps pleine de rebondissements, nous emmène à Cuba et nous emmène avec des musiciens du Mali qui se retrouvent à Cuba à cette période de manière un peu exceptionnelle parce qu'en plus c'est une période dans laquelle il y a des relations entre l'Afrique et Cuba et qui va durer une dizaine d'années et ces musiciens donc maliens vont se retrouver là-bas. Oui, à la base, dans le cadre de ces échanges, il y a des étudiants en agronomie, en journalisme qui partent à Cuba pour recevoir des formations et pour revenir après enseigner au pays. Et là, notre histoire, elle se situe en 1964. Il y a une bourse qui est proposée à des étudiants en musique des Maliens. Ils viennent de 6 régions différentes du Mali, ils ne se connaissent pas. Et ils partent donc pour une grande aventure de l'autre côté, dans les Caraïbes. Et ils vont aller à Cuba, non pas pour former un groupe de musique à la base, mais pour recevoir une formation de prof de musique. Oui, pour retourner ensuite chez eux, dans le cadre de cette coopération, et devenir prof de musique. Mais l'histoire, évidemment, va en décider autrement, et on vous laissera découvrir dans le film ce qui va se passer. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet ? Et qu'est-ce qui fait que ce groupe, Las Maravillas de Mali, est considéré comme le premier groupe à être parti au Mali et être un groupe de musique afro-cubaine ? C'est justement parce que ce que tu viens de dire, c'est que c'est le seul groupe africain qui s'est mesuré aux grands musiciens cubains et qui, en quelque sorte, la musique afro-cubaine, si tu veux, elle vient d'Afrique, elle vient de la rumba congolaise, voilà. Tout à fait. Mais eux, ce sont des étudiants qui, au contact des plus grands musiciens maliens, vont décider en 1965, donc 1 an après leur arrivée, de former un groupe. Et historiquement, c'est le premier et le seul groupe africain afro-cubain. Il y en a eu après. Il y a eu Orchestra Baobab, il y a eu Africando. Au Sénégal, Orchestra Baobab, c'est plutôt les années 70, 80 et tout ça. La musique afro-cubaine, elle est toujours extrêmement populaire, même dans les années 60 en Afrique. Mais eux, leur destin va basculer parce qu'ils vont se retrouver dans l'euphorie castrice de la Havane. Et ils vont être avec les grands musiciens cubains, ils vont se dire pourquoi on ne fait pas un groupe. Et donc ils vont faire un groupe qui n'existe pas en Afrique, avec une formation classique cubaine, mais ils vont mélanger le bambara, l'espagnol et le français. Donc c'est une espèce d'album qui serait un peu un des premiers albums de world music, entre guillemets, qui serait un symbole de métissage. Voilà. De ces deux mondes qui finalement se ressemblent un peu, parce que ce qu'on ressent aussi, c'est que finalement ils arrivent là-bas, mais ils ressentent un peu cet accueil, cette chaleur qu'on retrouve en Afrique, et donc les liens, les similitudes se retrouvent et se créent assez facilement pendant cette période. Sachant que quand ils arrivent, ils viennent, donc ils ont 20 ans, ils passent par la Suisse, puis la Tchécoslovaquie, parce qu'il n'y a pas de liaison à l'époque, si tu veux, entre Bamako et la Havane. Ils découvrent la neige, c'est l'hiver. Mais quand ils arrivent là-bas, si tu veux, les Cubains, il y a une espèce d'exotisme pour les Cubains. C'est-à-dire que les Cubains, évidemment, viennent d'Afrique, enfin, la route des esclaves. Mais ils se disent, mais qui sont ces Africains ? Et ils leur demandent si c'est pas trop dur de vivre au milieu des lions et des gazelles. Et on leur demande aussi
si les costumes qu'ils ont, on leur a pas donné à l'aéroport. Oui, parce que ce que j'ai vu dans les images, c'est qu'ils arrivent, ils descendent de l'avion, ils sont accueillis par les autorités cubaines, mais ils sont reçus vraiment en grande pompe presque. Ouais. Et ils arrivent en costume, etc. Donc effectivement, on voit tout l'intérêt. Il y a cette espèce c'est qui ces Africains qui viennent, et en fait un an plus tard ils jouent, et ils ont appris l'espagnol et ils jouent comme des Cubains. Donc c'est assez marrant parce que ça crée à la fois une curiosité, exactement, et puis en même temps après ils se fondent complètement dans la population. Pour revenir il y avait deux questions dans ta question précédente. Oui. Pourquoi je me suis intéressé à eux parce que moi là-bas je suis producteur de musique. J'ai commencé ma carrière, on va dire, de groupe musicien à Orléans, puis j'ai signé des contrats de prod avec des grosses boîtes quand j'avais 24-25 ans. Et en fait, quand je pars en Afrique en 99, si tu veux, c'est la première fois que je vais en Afrique. C'est mon premier voyage. Je pars avec un ami qui est aussi orléanais. Et en fait, je découvre l'Afrique et à la toute fin de ce voyage, je vois ce mec-là qui joue de la flûte traversière dans un maquis. Et il me dit, je suis parti à Cuba dans les années 60. J'ai une caméra, je filme ça et il me raconte toute cette histoire. Et tout d'un coup, je m'embarque dans une histoire parce qu'il faut remettre en perspective ces années-là. Il y a pas, tu fais pas Google, Maravillas des Mali, il n'y a pas 350 000 trucs qui te tombent dessus. Donc en fait, je suis retourné plusieurs fois et j'ai enquêté. Et pour répondre à ta question, j'ai enquêté. Et en fait, cette enquête, elle a duré beaucoup plus de temps que j'avais prévu. Elle a duré quasi 15 ans. Ouais, 15 ans, quoi. 15 ans, jusqu'au moment où j'ai signé le projet discographique. Ce qui fait que ça a amené aussi des producteurs de cinéma, en fait. Donc je résume. Tu es là-bas, en Afrique, c'était au Mali. Ouais, au Mali, ouais. Et un soir, tu découvres donc ce musicien qui te raconte un peu une histoire incroyable. Sa manière de jouer sonne comme un Cubain, et tu te dis, il y a vraiment un truc derrière cette histoire. Je suis en train de découvrir quelque chose d'exceptionnel musicalement et peut-être une histoire derrière. Et donc tu pars à la recherche de cette histoire. Et non seulement tu pars à la recherche de cette histoire, mais en plus, tu as un objectif derrière ça. Dès que tu découvres effectivement l'histoire de ce groupe, c'est de les rassembler. Oui, c'est de les rassembler, c'est de ressortir le disque, parce que j'apprends qu'il y a un disque qui a été fait à Cuba en 1967, dans le studio EGREM, qui n'est jamais sorti en fait en Europe. C'est-à-dire que eux, quand ils étaient étudiants là-bas, on leur a payé un album parce qu'il symbolisait les relations entre Cuba et l'Afrique. Oui. Donc ils ont fait cet album. Cet album traverse l'Atlantique, si tu veux, avant qu'ils ne reviennent eux au Mali, et ils deviennent numéro 1 dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et avec un titre. Avec Rendez-vous chez Fatimata, qui est un des 5 plus gros tubes. Que je connais, que mon père écoutait, voilà, donc que j'ai pu entendre enfant, et je pense que plein de gens connaissent sans savoir vraiment qui sont les musiciens qui sont derrière. C'est juste un morceau qu'on connaît. C'est un gros tube de la musique africaine, connu par les Africains en Afrique et aussi la diaspora, la communauté ici. Mais personne connaît le nom et l'histoire de ce titre. Personne ne connaît le nom du groupe, pardon, et l'histoire de ce titre. Et ça s'était oublié. Ouais, c'est dans les oubliettes. Donc si tu veux, mon propos, il est comme un producteur de musique qui tombe sur une histoire, qui se dit tiens, il y a un disque, c'est intéressant, je pourrais le ressortir. Teinté de, il y a un énorme tube, donc il faudrait le faire revivre. Et aussi se dire, derrière, il y a quand même une histoire géopolitique, ça parle de l'Afrique, ça parle de la décolonisation, pardon. Et ça parle aussi de cette Afrique des indépendances qui est importante. Oui, ce qui m'a aussi marqué dans ce film, c'est effectivement qu'on re-rentre dans cette période de l'indépendance de l'Afrique autour des années 60. Là, toi, ça commence en 1964, et on sent cette volonté d'émergence, d'effervescence de la culture africaine qui a un rayonnement au-delà de l'Afrique. Et donc, on sent bien que ce groupe-là, qui effectivement finalement fait la fierté aussi de toute la communauté africaine dans cette époque de l'indépendance, va se retrouver à jouer dans plein d'ambassades et devient rapidement connu dans cette période où effectivement la création africaine, la musique africaine est en plein essor. Oui, c'est un peu l'âge d'or, c'est-à-dire que le passage, si tu veux, de la décolonisation
aux indépendances, crée aussi un espoir, crée aussi une dynamique. Il y a tous les maquis, les balles poussières. Tu as tous les grands photographes africains des années 60 qui émergent à ce moment-là, Malik Sidibé, Seydou Keïta. Donc il y a un mouvement. Alors eux, évidemment, mes Maravillas à moi sont à Cuba. Donc ils vivent ça un peu d'une façon complètement, on va dire, lointaine, puisqu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, enfin c'est compliqué, ils écrivent des lettres, ça met 3 mois, 4 mois. Mais quand même, ils passent 10 ans à la Havane, si tu veux, et quand ils reviennent en 73, il y a donc ce coup d'État avec Moussa Traoré qui vire Modibo Keïta. Et là, tout d'un coup, ces gens-là ne veulent pas entendre parler de musique, ils n'aiment pas la musique. Il y a un témoignage dans le film de Salif Keïta qui dit ils ont tué l'art. Et donc là, il y a une vraie, un vrai retour des Maravillas qui est à la fois très étrange parce qu'à la fois ils sont très connus par la population. Et ils ont ce tube Rendez-vous chez Fatimata. Et eux ne rêvent que d'une chose, c'est d'être les premiers grands musiciens africains qui écrivent la musique, des grands professeurs, mais aussi de populariser Maravillas en Afrique. Et en fait, on leur interdit. Et donc, il y a une séparation du groupe. Enfin, on le sent dans ce... Le groupe est censuré, en quelque sorte. Dans le témoignage, et les témoignages qui sont faits, qu'effectivement, lors du retour, c'est un retour en demi-teinte, voire même un peu difficile pour eux, après cette liesse un peu populaire sur ce qu'ils ont fait. Eh bien, c'est difficile, ils ne sont plus acceptés. Ils sont associés à une époque politique aussi, dont on ne veut plus vraiment entendre parler, et donc c'est là que ça bascule encore une fois pour eux. L'histoire fait que ce groupe existe parce qu'il y a un fait politique, la décolonisation, ces échanges entre les pays communistes africains et les grands pays socialistes de l'époque, et il y a cette douche froide, si tu veux, l'histoire, une fois de plus, va jouer là contre eux. C'est-à-dire qu'eux, ils rentrent, la population les accueille comme des véritables stars, et en fait, le gouvernement, comme tu dis, n'en veut pas. Donc il y a une espèce de pression, ils ne peuvent plus chanter en espagnol, ils ne peuvent plus chanter, ils s'appelaient Maravillas. Et donc de tous ces musiciens, il y en a un qui s'appelle Bonkana Maïga, qui est le maestro, qui est leur chef d'orchestre, mais qui était étudiant comme eux, mais qui a eu son diplôme 2 ans avant les autres, et qui, lui, refuse ces conditions-là, c'est-à-dire des conditions de jouer pour le gouvernement, d'être instrumentalisé. Donc il part tenter sa chance en Côte d'Ivoire, il est accueilli par la Côte d'Ivoire, on lui propose de prendre la direction de l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, il remonte au Mali, il exhorte ses camarades de venir, et ils ne vont pas venir pour des raisons qui sont assez compréhensibles aussi, c'est-à-dire qu'ils ont passé 10 ans loin de chez eux, ils ne veulent pas retenter une aventure dans un autre pays, et ils ont peur aussi des représailles. Oui, ils ne savent pas à quoi. Parce que lui, en faisant cet acte de voler son diplôme pour partir travailler en Côte d'Ivoire, va se retrouver interdit de Mali pendant 20 ans. Donc c'est cher payé quand même. Alors c'est une double histoire justement, puisqu'on découvre aussi l'histoire de Bonkana, qu'on suit à un moment donné dans sa carrière. Cette histoire d'homme entre guillemets aussi, puisque comme tu l'expliquais, c'était une amitié qui s'est créée après la formation de ce groupe, et puis une séparation, et puis des trajectoires de vie différentes qu'on découvre après dans le film, avec beaucoup de sensibilité, parce que les personnages qui ne sont pas fictifs ont beaucoup d'humour et de recul sur l'histoire, et donc on suit ça avec plaisir et tendresse, la manière dont il l'explique. Donc c'est aussi une histoire de relations c'est une histoire de relations entre aussi eux et les Cubains, parce qu'ils ont noué des relations, et on ne va pas spoiler le film, mais dans le film, il y a un retour à Cuba. On voit, si tu veux, des Cubains qui ont joué avec eux, ou qui ont été mariés avec eux, ou qui sont les filles de ces Maliens. Donc il y a une vraie émotion quand même. On parle de 45-50 ans plus tard. Et puis, il y a une relation humaine aussi entre les Maravillas et moi. C'est-à-dire qu'à un moment, le fait de travailler 15 ans sur un film fait qu'à un moment, tu noues une relation. Je pense que il y a une vraie émotion, parce que moi, j'ai été avec eux comme eux ont peut-être été avec les Cubains, ou les Cubains ont été avec eux. C'est-à-dire que j'ai posé ma caméra d'une façon très, entre guillemets, naïve. Je ne suis pas réalisateur à la base, je suis ni journaliste. Donc en fait, je me suis laissé porter par ce qu'il me racontait, par l'humain. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce film, c'est que c'est une trajectoire, c'est aussi une tragédie pour eux, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus là pour témoigner. Et j'ai réussi
la mission qui m'était tombée dessus en 99, c'est de les faire revivre, de faire revivre le nom, de les faire revivre sur scène. Et ça marche. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle parce qu'à un moment donné, on voit dans le film, je crois que c'est Boncana qui dit ça, il dit mais les blancs là, vous êtes vraiment motivés, vous êtes courageux. Ouais. Donc 15 ans, je suppose que pendant la durée de ces 15 ans, j'ai pas fait que ça. Voilà, tu n'as pas fait que ça, mais surtout il n'y a pas eu que des hauts. Et peut-être des fois des difficultés ou des questionnements sur le fait de continuer ce film ou pas. On le comprend un petit peu à certains moments en fait. Oui, je voulais pas. Tu peux pas dans 1h20 à la fois leur histoire est très riche, l'histoire de la musique afro-cubaine est aussi riche. Oui. Il y avait beaucoup de portes d'entrée pour raconter ce film. Mais à la base, ce film, j'avais l'intention plutôt d'en faire un 52 minutes, doc, plutôt classique, avec beaucoup d'images d'archives, des témoignages et tout ça. Mm-hmm. Le fait que j'y ne suis pas arrivé, alors pourquoi j'y suis pas arrivé? Parce qu'au début des années 2000, on est assez proche de Buena Vista. Oui. Et il y a eu beaucoup de films derrière, enfin quelques films qui ont été un peu dans ce sens-là, sur des groupes. Au Zimbabwe, il y a un groupe qui s'appelle les Cool Crooners, c'est un réalisateur français, Karim Dridri, qui a fait un truc qui s'appelle Félix Cuba. Bref, donc il y a ça. Moi, j'ai pas la notoriété de Wim Wenders et Harry Cooder à l'époque, donc je me bats un peu tout seul avec mes armes, et je vais voir beaucoup de producteurs de télé ou de diffuseurs. Et en fait, je pense sincèrement que parler au début des années 2000 de l'Afrique décolonisée, de l'indépendance, de la guerre froide, de Cuba. Alors Cuba, c'est vrai qu'il y a le côté Buena Vista, mais et aussi de ces vieux Maliens qui sont en train de mourir, oui. Enfin, sans dévoiler tout ce qui se passe dans le film. Je pense que c'est pas bankable pour les chaînes de télé. C'est pas très sexy, c'est pas très catchy. Et en même temps, t'as un délai, il y a l'horloge qui tourne. L'horloge de la vie, hein. Exactement. 15 ans, les 15 ans avancent et donc ça te met une pression pour... Une pression, je sais pas, parce que si tu veux, à un moment, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, ouais. Et ce projet, c'est un peu comme une balle de ping-pong, il revient, il s'en va, au gré des opportunités, des gens qui sont intéressés. En 2004, il y a un producteur qui fait un trailer des premières images que j'ai. Mm-hmm. Il va à Toronto, au marché du film, et il trouve des chaînes américaines, PBS, NHK, ouais. Radio-Canada, qui sont intéressés. Mais en France, personne va vraiment aller plus loin. Donc en fait, moi, je continue le projet. En 2010, j'embarque un journaliste de Libération pour faire un sujet sur le 50e anniversaire de l'indépendance. Et je me dis, voilà, il y aura eu 4 pages dans l'IB. Et puis c'est vrai que voilà, c'est difficile. Alors après, j'ai pas eu l'impression, si tu veux, que c'était non plus une épée de Damoclès. Je me suis pas fouetté en disant, va falloir que je réussisse ce projet ou pas. Je me suis toujours dit que si ça devait arriver, ça allait arriver. Donc en 2015. Pour la petite histoire, je vais faire écouter un groupe de folk tahitien chez Universal, mais dans mon sac, j'ai mon ordinateur et j'ai le trailer des Maravillas que je trimballe depuis des années. Et il se trouve que le DA que je connais depuis longtemps connaît cette histoire, et je lui dis, mais tiens, au fait, ouais, j'ai mes Tahitiens là, mais regarde, tu te souviens donc les directeurs artistiques sont... Contrairement à ce qui est dit des fois, sont des connaisseurs de musique. Lui, il a des photos de Malik Sidibé dans son truc. Ouais. Il s'appelle Dominique Go, pour pas le citer, mais c'est vrai que s'il est important dans cette histoire, parce que c'est lui qui fait que tout d'un coup, il y a un focus. Donc il appelle son patron, il lui dit, mais regarde le projet de Richard, il fait écouter Rendez-vous chez Fatimata. Waouh, c'est quand même un tube. On est en train de parler d'une maison de disques. Ils sont là aussi pour faire du business, hein, c'est pas du mécénat. Mais je veux dire, quelque part, je pense qu'en 2015, il y a... aussi, dans le focus qu'ont les médias, les maisons de disques, il y a un focus beaucoup plus grand sur l'Afrique. C'est des cycles. La musique africaine, elle est arrivée en force au milieu des années 80 avec les radios libres et Mitterrand, on va dire. Et puis, pendant 10 ans, c'est l'âge d'or avec Mori Kanté, Salif Keita, Relema. Enfin, il y a un focus sur la musique africaine. Au milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, si tu veux, tu as une espèce de trou artistique où la musique qui est produite, elle n'est pas géniale, c'est devenu une espèce de fourre-tout. Il y a moins de focus, voilà. Et à partir des années 2000-2010, tu as des grandes expos à Beaubourg, Africa is the future. Voilà, il se passe des choses. Donc moi, j'arrive avec un projet patrimonial, testimonial et une histoire qui, là, tout d'un coup, fait sens aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a Sugarman en 2010-2012.
Donc mon histoire, elle ressemble à la rigueur beaucoup plus à Sugarman qu'à Et puis, Buena Vista. et puis aussi un anniversaire pour effectivement l'indépendance africaine. Bah, mon film est sorti le 16 septembre et le 22 septembre, c'était le 60e anniversaire. Voilà. Et le Donc, dictateur qui a brisé le rêve des Maravillas est mort le 15 septembre au soir, la veille de la sortie. Donc septembre, c'est une grosse date pour ce projet. Voilà. Donc t'attendais en fait cette date. J'attendais septembre, c'est ça, ouais, le mois de septembre. Bah non, puis en plus, tu vois, l'histoire est pleine de moments complètement qui font que le projet mute, change et tout, parce que mon film devait sortir en juin. C'est une histoire en même temps qui est assez internationale. C'est une histoire qui intéresse, je dirais, beaucoup de monde, qu'on soit de la diaspora africaine, peu importe où dans le monde, ou bien qu'on s'intéresse tout simplement un petit peu à l'histoire politique et musicale. C'est une histoire qui va sûrement sortir des frontières de la France pour aller un petit peu ailleurs. Elle est déjà sortie, puisqu'on a été sélectionné dans les festivals internationaux, en Allemagne, Okay. Au Québec, à Cuba. On a montré le film à Cuba. Le film a été acheté par tous les instituts français dans le monde, donc il va être montré en Afrique. Donc ça, c'est notre gros challenge maintenant, c'est que l'Afrique voit ce film. Voilà. Parce qu'on sait par les retours ici de la diaspora et des gens qui travaillent à l'Institut français qu'ils ont très envie. Donc pour te donner un exemple, il y a une semaine, le film a été montré à Johannesburg, à l'Institut français. Alors que l'Institut français de Johannesburg, c'est anglo-saxon, Oui. enfin voilà, c'est pas forcément la même culture que l'Afrique de l'Ouest. Et le film, alors ça c'est une grande fierté aussi, sort aux États-Unis en février, durant le mois Black. Black Month. Voilà, historique. exactement, voilà. Ouais. Et donc il sort, il est distribué, il a été acheté aux États-Unis par le distributeur de Kirikou et aussi ça s'appelle Harmattan, et c'est eux qui font les docs sur Myriam Makeba. D'accord. Donc ça c'est vachement bien aussi, parce que le montrer à la population américaine en ces temps un peu aussi difficiles, je trouve ça très bien. Et il va sortir à Los Angeles, New York, et puis il a déjà voyagé. Enfin voilà, on a des festivals de prévus en Australie et tout ça. Donc je pense que c'est une histoire aussi assez universelle. Ça peut toucher les gens, et je pense que ça dépasse aussi le côté musical. C'est-à-dire que le film devient un film assez humaniste. Avec de témoignages sur un pan de l'histoire, quand tu penses guerre froide, tu penses Khrouchtchev, les Russes, Kennedy, la baie des cochons. Là, c'est une histoire de la guerre froide aussi. Et c'est vrai que ce pan de l'histoire où des Africains partaient en Russie, par exemple, ou en tout cas étaient formés à l'étranger par cette dynamique communiste, est un peu passé sous silence en fait dans l'histoire africaine, et il y a derrière ça des choses intéressantes à découvrir. Là on en découvre un petit pan. Alors c'est marrant parce qu'il y a des témoignages, je crois qu'il y a un des personnages qui parle du Tché à un moment et de sa rencontre, enfin des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il a cette forme aussi de témoignage d'un instant T de l'histoire où des peuples assez différents se sont connectés. Oui, parce que tu as j'arrive plus à trouver son nom, mais le réalisateur Sissako, le réalisateur de Timbuktu, est allé se former dans les années 80, lui, à l'université Patrice Lumumba, à Moscou. Voilà. Et tu as des Soudanais qui ont appris le cinéma aussi dans cette même université. Il y a eu un film où ils essaient de faire revivre des cinémas au Soudan. Donc il y a quand même cet aspect qu'on pense quoi que ce soit du communisme, de la tentative communisme en Afrique, ou même du régime cubain, si tu veux, il y a quand même une mise en place de la culture, d'un système de gratuité. Moi, mon film n'est ni à charge ni à décharge. Il serait plutôt à charge, entre guillemets. Enfin, j'ai pas eu de problème pour filmer à Cuba, parce que je filme quand même quelque chose qui est plutôt dans leur dynamique culturelle et ce qu'ils ont apporté. Mais c'est vrai que ces étudiants africains qui n'ont pas une connaissance plus que ça de la musique, partent vivre une aventure où tout d'un coup ils deviennent les premiers musiciens d'Afrique de l'Ouest à écrire la musique. On n'est plus dans l'oralité. Eux, ils sont capables d'écrire la musique. Ils écrivent des partitions.
Oui, en même temps, c'est ce mélange de cultures différentes, parce que c'est vrai, quand on pense à l'Afrique, on pense à la musique. La musique en Afrique, c'est quelque chose de terrien, j'ai envie de dire. Ça part de la terre, ça part de la base. Et en même temps, là, c'est une autre manière d'entrevoir la musique, voilà, d'apprendre à l'écrire comme on le connaît en Europe, ou voilà, chez les musiciens ou les compositeurs européens, par exemple. Et du coup, c'est ce mélange-là, et on sent vraiment ce brassage avec quand même des points qui sont communs, cette chaleur, ce côté vie dynamique qu'on ressent en fait dans le film qui est... Oui, mais eux, ils sont arrivés, ils avaient des super conditions, ils avaient Oui, une villa, c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs. ils étaient dans le plus grand conservatoire de la Havane. Ouais. Les Cubains qui déjà étaient dans ce conservatoire, qui jouaient, les ont pris un peu sous leur aile. Et c'est ça qui est marrant, c'est que si tu veux, 1 an plus tard, ils font ce concert pour l'ambassade de Guinée, parce qu'il n'y avait pas de représentation du Mali. Ça marche, mais dans la salle, il y a quand même des Cubains. Les Cubains se disent, mais c'est qui ces Africains qui jouent comme nous? Donc il y a une espèce de fierté aussi pour les Cubains de se dire, on a formé ces Africains. Ils le disent, ouais. Et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que vu que cette musique afro-cubaine, qui à la base, comme je l'ai dit, vient de toute façon d'Afrique, elle repart de Cuba avec un groupe africain. Donc il y a une vraie singularité dans ce groupe qui n'existe pas vraiment ailleurs, quoi. Il y avait des groupes cubains comme Orchestra Aragon qui ont fait des tournées en Afrique, mais un groupe africain qui s'est formé à Cuba, voilà, c'était ce que je me suis renseigné, évidemment, parce que je me suis dit, bon, je fais un truc depuis 10 ans sur ces mecs, mais s'il y a d'autres groupes, c'est moins intéressant si elles ont le même parcours. Mais non. Il y a la langue française aussi, puisqu'en fait, le titre le plus connu, donc Rendez-vous chez Fatimata, il est en français, en fait, en langue française. Ouais. Donc, du coup, quand ce titre est reçu, il est reçu en français tel quel par les Cubains aussi? Bah oui, parce que c'est assez facile, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué comme parole. Et ça marche vachement à Cuba, et en même temps, bah, ça va devenir un tube énorme en Afrique, voilà. Ouais. Ils chantent aussi en bambara. Donc, leur musique, elle est vraiment cubaine. La formation de ce groupe, elle est cubaine. Je veux dire, peut-être tu fais un test et tu mets Orchestra Aragon et Maravillas et tu te dis, ok, c'est des groupes cubains. Mais eux, ils chantent en espagnol, en bambara, en français. Et puis, ils ont ramené un peu d'africanisme, d'africanité dans le projet. Donc, on parle de métissage, peut-être avant l'heure, quoi. Une sono mondiale. Boncana, le personnage qu'on voit le plus dans le film, il est heureux aujourd'hui, il est content de... Boncana, il a l'âge qu'il a, si tu veux. Il est parti, il était très jeune. Boncana, il arrive quand même à comment on peut dire, un résumé de sa vie qui est quand même hyper riche. Il a fait de la salsa, il a fait le groupe Africando, il a produit Alpha Blondy, il a travaillé avec Myriam Makeba, donc c'est un grand producteur africain. Le film, il est sur les Maravillas, mais il est aussi sur lui quelque part, parce que personne n'a jamais filmé ce mec comme moi j'ai pu le filmer aussi. Et donc aujourd'hui, si tu veux, Boncana a retrouvé à partir de 2015 une seconde jeunesse. Il s'est recubanisé, il s'est rajeuni. Et le fait, si tu veux, d'avoir tenu toutes ces années, d'avoir une relation de confiance aussi, a fait qu'on a pu repartir à Cuba, qu'on a réenregistré des morceaux, que moi je voulais ouvrir aussi leur musique à des collaborations beaucoup plus actuelles et modernes. Donc il y a effectivement Mori Kanté qui a joué avec eux sur scène, qui est décédée récemment. Mais il y a aussi la chanteuse Ina Modja, on a fait des titres à Bamako avec elle. Il y a aussi le chanteur du groupe de rap Orishas, qui est le plus grand groupe de rap cubain, le chanteur Roldan Gondez. Donc j'ai créé aussi, en tant que là réal, de musique, je parle, j'ai créé aussi en studio des rencontres entre Boncana, le maestro, un très grand musicien cubain, qui retourne à Cuba et qui veut jouer avec ces musiciens, et en même temps je l'amène sur des terrains qui sont un peu inconnus pour lui, beaucoup plus actuels et tout. Donc il y a une transmission aussi entre nous. Enfin, il y a une espèce de... Je voulais que ce soit un héritage, et en même temps je voulais pas que ce soit poussiéreux non plus, entre guillemets. Et je pense que Boncana, tout Boncana qu'il est, avec son ego, j'ai fait ça, j'ai fait ci, parce qu'on le voit aussi dans le film, il a effectivement un gros CV, il a un gros ego, mais en même temps, il a aussi l'intelligence de se dire, ce mec, ça fait 15 ans qu'il me suit, je vais repartir avec lui, il me ramène dans mon passé pour réécrire une nouvelle aventure avec les Maravillas, et en plus, il me propose des versions électro, enfin, j'ai fait des versions, des trucs avec du vocodeur et tout, enfin, des trucs qu'il a vraiment
valider, accepter qu'elle soit dans le film. Enfin, le générique du film, c'est quand même une version très électronique de Africa Mia, qui est à la base le Besame Mucho africain, qui est une espèce de truc boléro. Donc il y a ce rapport-là aussi qui s'est instauré entre nous. Ok. Donc le film, on peut le voir actuellement sur les écrans en France. Et oui, il est sorti en France dans une 50aine de salles et 4 salles à Paris. D'accord. Ça accompagne de ça évidemment le côté musical. Ouais. Donc on peut retrouver un album. Ouais, il y a cet album-là. Alors il y a un maxi qui est très joli, avec voilà, qui est très designé à l'africaine 60-70, avec Morikante. Donc ça c'est Rendez-vous chez Fatimata. Et vous avez la BO du film qui s'appelle, enfin la BO, qui est en fait un mix entre les morceaux, donc qui s'appelle Africa Mia comme le film, et qui est en fait un mix entre les morceaux originaux que eux ont enregistrés en 67, puis toutes les versions que j'ai faites entre 2004-2010, entre Bamako, La Havane, voilà. Donc c'est vraiment les morceaux qu'on retrouve dans le film, mais en même temps vous avez aussi les vrais morceaux originaux que eux ont enregistrés et qui étaient jamais sortis. Donc il y a un vrai témoignage discographique. Et en 2016, j'en ai fait aussi de ce projet une expo Rencontre d'Arles qui s'appelait Swinging Bamako, qui était sur l'Afrique des années 60, avec des photos politiques, des photos des Maravillas, des photos de Malik Sidibé aussi, de cette époque-là. Et expo qui a eu un grand succès vraiment, qui était super là-bas, et qu'on a refait à Paris pour la sortie du film, s'appelle Africa Mia. Ah, très bien. Et voilà. Et le 10 octobre, il y a la dernière journée de l'expo qui s'appelle donc Africa Mia, qui se passe à la Feel Good Gallery dans le 4e. Et ça sera la journée porte ouverte et la dernière journée. Voilà. Pour découvrir et rentrer encore plus dans l'univers d'Africa Mia. Voilà. Et tu as eu, si tu veux, des concerts qui ont eu lieu l'année dernière. Parce qu'en fait, l'année dernière, il y a eu des concerts Philharmonie à Londres, au Barbican, au Portugal et tout ça. Et cette année, on avait un concert de prévu au New Morning, mais bon, avec la situation, on n'a pas pu le faire. On espère, si tu veux, l'année prochaine, que le film va encore vivre dans des festivals et pouvoir surtout faire jouer les Maravillas et Boncana, qui a recréé une version avec des Cubains, dans les instituts français, par exemple. Voilà, parce que c'est vraiment un projet que moi j'ai pensé pendant toutes ces années très cross-média, transmédia, pluridiscipline. Et je suis content aussi de pouvoir raconter une histoire aussi universelle, intemporelle, humaine, avec différents supports. Je trouve ça très intéressant, que tu la racontes différemment. Et les États-Unis, donc comme tu disais. Les États-Unis, c'est en février. Ça sort au cinéma, Los Angeles, New York, et puis en fonction de l'accueil, de ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer avec les élections. On espère que ça va changer, et donc on espère qu'il sera vu. Mais voilà. Il y a les instituts français aussi en Afrique et dans le monde. Oui. Voilà. Très bien. Mais écoute, moi j'ai pris un grand plaisir à découvrir ce film, un grand plaisir aussi à t'avoir dans Bisous Mademoiselle. Merci Richard. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Et puis rendez-vous ce soir chez Fatimata. C'est ça, on peut se dire ça. Ça marche. Ciao. Merci.